j'ai le plaisir de modérer cette table ronde donc sur l'insertion locale des musées et le rôle social et leur rôle social. C'est vrai qu'on est dans la continuité de cette matinée qui a été très riche. Madame la représentante des maires de France a donné le ton et nous a incité à réfléchir et à interroger notre rôle social et notre insertion locale. C'est vrai que le rapport de la mission Musée 21e siècle de 2017, et beaucoup ont contribué sous l'égide de Blandine Chavannes, avait posé les lignes de force de nos établissements avec la question des valeurs, le musée éthique et citoyen, la question du développement des territoires, le musée protéiforme, et la question du développement des publics, le musée inclusif et collaboratif. Donc on y est, mais c'est vrai qu'on est encore plus dans cette tension sur le rôle social et la dynamique de nos musées dans les territoires. Et donc, avec mes collègues, avec Sophie Kervran, directrice du musée de Pont-Aven et du musée de la pêche de Concarneau, Aurélie Joulanex, directrice du musée des tumulus de Bougon, et Bruno Godichon de la piscine à Roubaix, on va animer et développer cette thématique avec ces 3 exemples. Et en fait, moi, j'ai envie de leur poser successivement des questions. Voilà, Sophie, est-ce que vous pouvez nous présenter chacun successivement votre établissement ? Quand on en discutait au téléphone, c'est vrai que Sophie me disait de Pont-Aven, par exemple, 2500 habitants, 90 000 visiteurs chaque année. Beau succès. Oui, je ne sais pas si on peut mettre la photo, oui, peut-être. Ouais. Donc, direction Penarbed, Finistère en breton, le bout de la Bretagne. Et comme tu le disais, Odile, le musée de Pont-Aven, Pont-Aven, c'est 2500 habitants. Et on atteint aujourd'hui même 100 000 visiteurs, voilà, pour 2022. Donc, un musée qui est né sans collection en 1985, un musée municipal. Ah oui, alors le monsieur nous demande de mettre en diaporama, si je comprends bien le geste. Voilà. Donc un musée municipal né sans collection en 1985, contre l'avis du ministère de la Culture d'ailleurs, dédié à l'histoire de la Cité des peintres, qui accueille dès les années 1860 une colonie de peintres américains et qui connaît ce fameux choc des titans entre Gauguin et Bernard en 1888. Et de l'autre côté, le musée de la pêche, associatif, né en 1961, donc des musées tout jeunes. Premier musée en France consacré à l'activité halieutique. Dans cette ville fortifiée de Concarneau, la ville close. Alors, ce n'est pas le musée. J'aimerais bien, mais c'est la vue que j'en ai quand j'arrive le matin. Et donc, on voit quand même le chalutier à flot, l'Emerica, en verre, qui est visitable pour le public et qui fait partie de notre musée. Et ces 2 musées ont été transférés à la communauté d'agglomération, Concarneau-Cornouailles Agglomération, CCA, en 2012. Et ce qui a entraîné une politique vraiment volontariste pour les musées. J'avais plutôt l'habitude de râler contre les collectivités avec lesquelles j'ai travaillé. Et j'avoue qu'à CCA, on a la chance d'avoir vraiment un attachement pour ces 2 musées, avec une rénovation du musée de Pont-Aven qui a eu lieu en 2016, des grandes expositions temporaires, un partenariat avec le musée d'Orsay, un rayonnement international de l'école de Pont-Aven, comme disent les anglo-saxons, et une forte politique d'acquisition grâce au mécénat, grâce à l'association des Amis du musée de Pont-Aven qui sont forts de 700 membres, et puis récemment grâce à un legs financier d'un généreux donateur dont je salue la mémoire, Yves Marmin. Donc en effet 100 000 visiteurs, 30 à 40 000 visiteurs pour le musée de Concarneau dans une ville close qui accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Et vous me direz, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette table ronde sur l'inscription locale, dans le tissu local et dans le rôle social? On va en parler, mais c'est vrai qu'à mon grand dam, la Bretagne, désormais, il fait chaud l'été. Et donc, on est confronté aussi à un afflux touristique et un questionnement sur la place du tourisme. Et notre mission, c'est aussi de ne pas faire des musées hors sol, mais des musées où les habitants
ont leur place, où les habitants aussi s'approprient leur territoire, mais on en a vraiment très bien parlé dans la table ronde précédente. Et donc l'idée, et on en parlera dans la deuxième partie, je laisserai la parole à mes collègues, c'est vrai qu'on s'interroge sur l'implication de ces habitants, qu'ils soient à Pont-Aven, à Concarneau ou plus largement en Bretagne. Et c'est Jean-Michel Taubellem qui, il y a quelques années, dans un rapport pour la Fondation Jean Jaurès, indiquait que les musées s'attelaient souvent à aller chercher le public empêché, mais que quelquefois, il occultait un certain autre public, qui sont les classes moyennes, les ouvriers et autres. Et c'est ce qu'on essaye de faire donc, à CCA, sur un territoire qui est quand même assez mixte, très balnéaire, vieillissant, et de l'autre côté plutôt rural, avec des familles qui s'y installent. Merci. Aurélie, alors avec Aurélie Jalounex, Aurélie m'a parlé d'un ovni sur le territoire. Voilà, effectivement, parce que si je vous dis Bougon, vous voyez, comme une toute petite commune rurale des Deux-Sèvres, donc même là je vous dis Deux-Sèvres, vous me dites, ah mon Dieu, mais où est ce département? Donc quelque part entre La Rochelle et Poitiers, en plein territoire rural. Je vous ai mis cette jolie photo du musée, du site archéologique et du coup de l'espace de reconstitution, un domaine en fait de 20 hectares au milieu des champs. Voilà, c'était pour vous montrer que effectivement on est dans un territoire extrêmement rural. Que du coup, comme ma voisine, mais pour d'autres raisons, malheureusement sans annoncer des chiffres de fréquentation aussi extraordinaires que les siens, j'ai besoin de mettre en place, ça fait 2 ans que je suis arrivée dans cet établissement, donc qui est à la fois... Ah ben voilà, parfait. Qui est à la fois donc un site archéologique extraordinaire pour la préhistoire, donc un ensemble, une nécropole funéraire du néolithique, un espace de reconstitution, un CCE et bien sûr une collection permanente, un musée de France. Tout ça sur ce domaine départemental. 1840, le début, la découverte de la nécropole, et déjà une acquisition par le département via le préfet, et ensuite la constitution de ce domaine avec, on va dire, la grande période scientifique, donc entre 1968 et 1988 par Jean-Pierre Mohen, qui a fouillé ce site, qui a constitué les collections, qui a porté auprès des élus de ce territoire la création de ce musée, mais qui arrive sur ce site alors que les gens ne le voient pas. Les habitants ne le voient pas. Quand on leur dit un site préhistorique, ils disent « Non, mais en Nouvelle-Aquitaine, la préhistoire, c'est en Dordogne, en fait. C'est pas dans les Deux-Sèvres. » Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, cette question de l'inscription locale, voilà, je vais, moi, vous l'évoquer sur cette question de comment on réouvre aux Deux-Sévriens et aux locaux la porte sur l'archéologie, sur la préhistoire, pour leur montrer qu'ils ont un site extraordinaire. Merci. Merci. Et Bruno, pour la piscine, c'est le musée solidaire. C'était d'ailleurs le titre du PSC en 1990, construire un musée solidaire. Oui, alors évidemment, une histoire assez étonnante, qui est donc à la fois une création et la résurrection d'un musée. Donc Roubaix ayant eu un musée dès 1835, au départ consacré au textile, puis je passe les étapes, un musée national qui sera d'ailleurs le seul musée national qu'ait jamais eu la région Nord-Pas-de-Calais, fermé par l'État au moment de la guerre et abandonné par l'État après la guerre. C'est donc la conjonction de ces collections assez variées, puisqu'il faudrait aussi ajouter un musée monographique consacré à Jean-Joseph Wertz, un peintre académique du XIXe siècle. C'est la réunion de ces collections assez variées qui a été une sorte de serpent de mer sur lesquels plusieurs personnes se sont usées, mais dont ils ont quand même beaucoup accompagné la mutation. Je pense notamment à Didier Schulman, qui a été 10 ans dans ce désert d'une situation très paradoxale, c'est-à-dire pour ce qui est pour nous un musée, c'est-à-dire des collections,
et en même temps pas de musée pour ce qui est le public, c'est-à-dire pas de lieu, quoi. Voilà. Donc la municipalité des années 80-90, après avoir arrêté un projet qui avait été présenté en 1983, a réfléchi sur l'idée de réouvrir un musée à Roubaix. Et c'est vraiment grâce à l'appui de deux figures politiques de l'époque, c'est-à-dire André Diligent, qui était le maire de Roubaix, et Thérèse Constant, son adjointe à la culture, qu'a pu se construire ce projet qui a eu un événement, je dirais, un peu étrange, c'est-à-dire que ailleurs qu'à Roubaix, on ne s'y est pas opposé parce qu'on était persuadé que ça n'arriverait jamais. Et le jour où les autorités questionnées pour nous accompagner ont été interrogées, il était sans doute trop tard pour faire demi-tour et ça a permis au projet de se glisser dans le contrat de plan État-région. Donc 1990, c'est l'ouverture d'un premier espace permanent avec la préfiguration du musée d'art et d'industrie dans l'hôtel de ville, un espace de 300 mètres carrés et la mise à disposition de la salle des fêtes de l'hôtel de ville pour les expositions temporaires. Et d'emblée, un vrai projet, enfin, un vrai fonctionnement sur la question des publics et, alors, plus paradoxalement, évidemment, sans faire de misérabilisme, la question de ce qu'on appelait à l'époque les non-publics, qui est évidemment la signature de la ville. Bon, ce laboratoire nous a permis, je crois, de beaucoup avancer, de progresser. Ça a aussi permis à l'équipe qui n'était pas forcément roubaisienne d'origine, comme moi, de prendre un contact avec le territoire. Et puis, après, il y a eu une succession de grandes chances, c'est-à-dire notamment un concours en 1993 qui a choisi Jean-Paul Philippon pour la transformation de l'ancienne piscine municipale que vous voyez, et qui a, je pense, vraiment fait le projet qui convenait. D'ailleurs, le succès aujourd'hui en est la preuve. Et puis, une adhésion de la population très importante. Alors, je rappelle juste que Roubaix, aujourd'hui, est une ville d'à peu près 100 000 habitants. C'est une ville-monde avec plus de 70 diasporas réunies dans la ville. C'est une ville qui s'est construite sur le principe de l'immigration et qui continue de vivre sur le principe de l'immigration. C'est aussi une ville qui avait évidemment perdu tout contact avec la question du musée et même du patrimoine depuis de nombreuses années, puisque ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que cet établissement apporte à la région une image même touristique, alors qu'elle a quand même été le réceptacle de toutes les idées préconçues, et elle l'est encore, on s'en rend compte. Et que les premières victimes de ce désamour avec la ville étaient évidemment les Roubaisiens, qui avaient beaucoup de mal à accompagner, enfin à imaginer qu'on puisse porter un intérêt pour leur ville. Voilà. Donc le musée, après un chantier de 2 ans et demi, a ouvert en 2001. Il était prévu dans les meilleures prévisions, avec 50 ou 60 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, c'est entre 250 et 320 000 selon les expositions temporaires. Et ça a été pour nous un très grand plaisir de voir que notamment le public de proximité était revenu immédiatement après le Covid et qu'on est aujourd'hui sur des chiffres qui sont sensiblement les mêmes qu'auparavant. C'est un musée qui a vraiment été pensé comme un service public culturel de proximité et notamment un travail quotidien, dont j'ai même du mal à parler, tant pour nous, il fait partie des habitudes au jour le jour, avec les jeunes publics, avec les associations. On va en parler. Voilà. C'était ma deuxième question, mais c'est vrai que c'est toujours très riche et très étonnant, dans le bon sens du terme, d'arriver au musée de la piscine et de voir la queue devant le musée, c'est vrai. Et toutes les petites pastilles de couleurs sur les différents jours pour repérer les visiteurs. Donc, deuxième question, toujours sur le même principe successif. Dans cette diversité d'établissements là, que vous avez présenté, justement, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle
exact le rôle social, l'insertion locale de vos établissements? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que vous avez pu mesurer, depuis que vous êtes là ou depuis que l'action se fait sur le territoire, comment ça évolue? D'abord Sophie. Très bien. C'est réglé comme du papier à musique, on n'avait pas répété. C'est vrai que là aussi, les moult interventions de nos collègues ont montré l'importance de nos services des publics, et je voudrais, moi, les citer pour le musée de Pont-Aven et le musée de la Pêche, donc, qui ont une équipe dédiée. Donc, Claire Sébron, Stéphanie Derrien et Cécile Le Fuez, parce que ces services des publics dynamiques et engagés nous permettent d'avoir une inscription, en effet, dans le tissu local, et de mener de nombreux partenariats avec ce que vous disiez, Bruno, les réseaux locaux d'éducation populaire, l'éducation nationale, les centres socioculturels, et d'essayer de faire de nos musées des lieux de convivialité. Je crois que c'est dans la table ronde avec la DGA de Marseille, où elle indiquait que les médiathèques avaient pris le biais, l'orientation du troisième lieu. Et c'est vrai que nous, on prend souvent le modèle, et voilà, je vais citer Bruno Girvaud, de l'Atrium au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et on aimerait aussi, on a une salle, alors nous on est un petit musée, quand même, à nous appeler le ministère de la Culture pendant la crise sanitaire. Donc notre salle est un tout petit peu plus petite que notre Atrium, mais on a vraiment envie d'avoir ce côté convivial. Et je voulais juste vous montrer, parce que c'est très récent, ce travail qu'on a fait avec des élèves étudiants en CAP cuisine de la mer d'une ville du territoire de CCA, qui sont venus sur le thème de Mathurin Meilleux, qui est un artiste que l'on expose en ce moment, un artiste purement breton qui a beaucoup travaillé sur les travailleurs de la terre et de la mer. Et ces jeunes ne savaient même pas qu'il existait un musée à 10 minutes en voiture de leur lieu de formation. Et finalement, on menait des échanges avec les visiteurs, seront peut-être amenés à revenir. Donc c'est aussi travailler sur un changement d'image, que nous, musée de Pont-Aven ou le musée de la Pêche de Concarneau, on n'est pas qu'un musée que pour les touristes, mais qu'au contraire, on a aussi une vocation sociale, et que le patrimoine est pour tous. Et le lien entre collection aussi et public est important. Je vous disais que le musée était né sans collection, le musée de Pont-Aven en 1985. Préexistait un centre de ressources qu'on aimerait un petit peu pompeusement qui devienne un institut régional d'histoire de l'art. Peu de musées en Bretagne ont un centre de ressources dédié avec un lieu. C'est notre cas, avec moult correspondantes de La Rochefoucauld à Filigère, des lettres de Gauguin, etc. Et c'était important pour nous que les habitants de Pont-Aven et du territoire se réapproprient ce lieu, ce centre de ressources, pas toujours ouvert au public, ouvert sur rendez-vous pour les chercheurs. Et donc on a eu ce travail, un projet culturel participatif, où des habitants sont venus chaque semaine prendre des cours de théâtre et mettre en voix ces correspondances des artistes de l'école de Pont-Aven. On en a fait des podcasts, et ils passent aussi également sur la radio locale. Et pour finir, sur cette thématique de l'inscription du tissu local, c'est aussi un travail d'exportation finalement de nos collections. Alors là, on est loin d'être novateur, nombreuses institutions le font. L'idée, c'est de devenir commissaire d'exposition, donc c'est une exposition qui tourne hors les murs, qui peut être aussi bien dans des foyers de vie pour les personnes en situation de handicap que dans des entreprises. Elle a été mécénée par un appel à projet d'Orange, donc cette exposition hors les murs a tourné dans les entreprises Orange. Elle va également aller dans une mairie d'un territoire rural en Bretagne, une sorte de microfolie, mais à la sauce Pont-Aven, où finalement on va avec les facsimilés des œuvres les plus importantes de nos collections, avec des simèses mobiles, et bien le public fait notre job, devient commissaire d'exposition, et est ensuite appelé à venir comparer avec le musée tel qu'on le connaît aujourd'hui. Merci. Alors, moi, pour vous parler du coup de l'inscription locale et du rôle social, donc le musée de Bougon est un musée départemental
Donc, je vous ai évoqué tout à l'heure sa fonction de CCE. Donc on conserve également les biens archéologiques mobiliers qui sont issus de la recherche archéologique sur le territoire. C'est ces deux... je finis avec le troisième pôle. Et effectivement, on est vu et on est considéré par notre département comme un des sites touristiques majeurs du département et considéré comme tel. On est donc en tension un peu permanente sur ces différentes fonctions. Et la façon dont on essaye de trouver un petit équilibre. Alors c'est le petit clin d'œil que je vous ai mis derrière moi, c'est à la fois en faisant... il a disparu, mais voilà, vous allez bientôt le voir. Donc c'est à la fois en faisant venir des collections extraordinaires. Alors ça serait mieux si vous le voyez. On y travaille. Voilà. Bon, des collections extraordinaires. Voilà. Donc Félix le Mammouth nous avait été prêté pour une exposition Mammouth, mais aussi essayer, et c'était le cas cette année avec l'exposition Néandertal, avec l'autorisation bien sûr du muséum et du musée de l'homme, qu'on a en fait, comment je vais vous dire ça, transformé à notre sauce. C'est-à-dire qu'en fait tous les objets qu'on a pu exposer étaient des collections des Deux-Sèvres et de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a sollicité nos collègues, dont le musée d'Aquitaine, qui nous a gentiment suivis sur ce projet, pour dire, en fait, Néandertal, non, ce n'est pas une grotte très très loin de chez vous. En fait, en Deux-Sèvres et en Vienne, il y a des sites extraordinaires qui sont liés à Néandertal. Et sur notre territoire, donc là, reconvoquons notre territoire des Deux-Sèvres pour montrer que la ressource archéologique, dont nous sommes du coup les porteurs, les gardiens et les promoteurs, vont pouvoir être restituées directement à la population, donc avec quand même le petit côté paillette, vous voyez bien, de ces grandes expos, mais en essayant de restituer les collections qui sont aussi chez nous. Et du coup, c'était le deuxième point. Voilà, j'essaye juste de développer des tout petits points pour pas faire trop long. Donc, le deuxième point, en fait, sur lequel le sillon que l'on creuse, Bougon était un lieu depuis longtemps d'expérimentation archéologique. Jean-Pierre Mohen, que j'évoquais tout à l'heure, a créé la première, c'est celle du bas, la première expérimentation de traction de dalles. Et on file aujourd'hui cette métaphore de l'expérimentation archéologique, alors sur plusieurs points. La première, c'est effectivement être dans une sorte de lutte contre les fake news, puisque j'entends encore très régulièrement que, de toute façon, les dalles ont été amenées par les extraterrestres, il ne faut pas l'oublier. Voilà, et que ça, pour nous, c'est remettre l'église au milieu du village et en tout cas reparler de démarche scientifique. Quand on fait de l'expérimentation archéologique, on demande à nos expérimentateurs d'avoir un protocole scientifique et d'avoir des publications pour ensuite les partager au plus grand nombre, pour aussi restituer et associer, parce que si vous touchez un peu au domaine de l'expérimentation archéologique, vous savez qu'il y a aussi tout type de pratiques culturelles, et on essaye, en les accompagnant dans cette démarche, de prendre notre rôle de promoteur de la culture scientifique et technique et de la diffuser, en fait, alors à travers ces associations, à travers les publics qu'on va pouvoir recevoir. Donc on a là médiation, expérimentation, diffusion qui viennent se lier dans ces opérations. Voilà. Une autre dont je pourrais vous parler, parce que c'est une expérimentation en cours, en fait, et qui continue sur plusieurs années. Donc c'est nos petits Max et Gaston, que vous voyez un peu de dos, qui sont donc des petits bovins. Alors vous allez me dire, un musée de préhistoire, des bovins, mais pourquoi ?
Eh bien, en fait, parce que on interroge évidemment les pratiques actuelles liées à l'agriculture. Le néolithique, c'est le début de cette transformation du monde par les agriculteurs. On connaît un certain nombre de pratiques, on a besoin de réexpérimenter. Et en fait, Max et Gaston, ils ont besoin de formation, en fait, pour accepter de travailler sans joug, par exemple. Et dans le cadre de l'expérimentation, l'avancée est conjointe, en fait. Formation des bouviers, formation des bœufs, formation des agriculteurs qui sont autour de nous. Je vous ai montré les champs tout à l'heure. Et cette expérimentation avec toujours, dans le même cadre que tout à l'heure, la démarche scientifique, la publication des résultats et le partage... ça clignote. Et le partage au plus grand nombre pour restituer aussi cette connaissance archéologique et scientifique, pour essayer de remplir ce rôle social. Voilà. Pour moi. On change de diapositive. Voilà, le rapport au public. La diversité. Évidemment, pour nous, la question du jeune public, enfin, j'ai déjà dit, est vraiment essentielle. Le musée a été agrandi en 2018, ce qui était assez rapide après la première ouverture. Et dans cet agrandissement, il y a une part vraiment importante qui a été réservée au jeune public. Donc aujourd'hui, on a 6 ateliers de pratique artistique qui sont dans des endroits en plus stratégiques du musée. Une équipe de guides et d'animateurs qui est composée sous la direction de Florence Tetlin d'une 20aine de personnes. Alors, pas à temps plein, mais qui donnent aussi des propositions d'animation ou de visite extrêmement variées. Et c'est finalement les mêmes équipes qui travaillent aussi avec les associations. Encore une fois, l'insertion, accueil des migrants. Quand ça fonctionne, travailler avec les prisonniers. Voilà. C'est ce noyau qui n'est pas forcément extrêmement pérenne parce que j'ai toujours pensé que ce travail d'animateur et de guide était comme ce qui était un peu le pionica dans ma génération, c'est-à-dire plutôt qu'une sorte de travail d'étudiant et aussi un complément de formation. Et effectivement, 80% des gens qui passent chez nous, notamment à l'animation, sont des gens qui le font pendant leurs études et qui ensuite passent à d'autres choses. Mais on en a quelques-uns qui sont des indéracinables et qui sont là depuis plus de 30 ans. Mais ça reste un noyau. Je pense qu'il y a aussi une image des animations à la piscine qui est forte. Et du coup, c'est ce contact avec des réseaux qui ne sont pas les nôtres naturellement, qui fait la richesse et qui sans doute fait le succès. Alors, évidemment, l'éducation nationale, ça n'a pas été le plus simple, mais ça paraît le plus évident pour nous, mais ça a pu être à un moment à travailler avec la caisse d'allocation familiale, ça peut être avec des associations de quartier, ça peut être avec des associations culturelles. Enfin voilà, il y a cette démarche de contact, l'idée qu'il y a une sorte de guichet ouvert à la piscine pour imaginer des projets qui est extrêmement fort. Je pense aussi qu'il y a ce jeu entre l'extérieur et l'intérieur qui est évidemment important. Mais nous, on a une chance extraordinaire, c'est d'être encore porté par une mémoire affective du lieu chez les habitants qui a été évidemment l'étincelle de la réussite au début. C'est clair que on peut se vanter de toutes les expérimentations qu'on a faites, mais la clé du succès à la piscine, c'est la piscine elle-même. Voilà. Donc, c'est une chance formidable sur laquelle j'espère qu'on pourra surfer encore longtemps, notamment dans le travail avec les habitants. Après, ce que je crois aussi important de dire, c'est que c'est vraiment, je le répète, un projet qui a été conçu comme un service public pour les habitants et que c'est le succès local qui a amené du coup le public extérieur touristique. Ça ne s'est pas fait dans l'autre sens, même si bien évidemment, notamment pour des publics éloignés de la culture, le regard de l'extérieur est très important. Mais pour nous, ça a plutôt été l'étonnement du succès local qui a intéressé la presse, les médias et les visiteurs extérieurs et qui fait aujourd'hui de nous un espace aussi, et ça c'est parfois un peu compliqué à jouer, qui est à la fois un lieu touristique et encore une fois un site de proximité pour les habitants. Puis enfin, je terminerai juste en disant que
la piscine, c'est aussi beaucoup le croisement des disciplines artistiques. Alors l'espace, évidemment, s'y prête, mais on a beaucoup travaillé, notamment avec le spectacle vivant. Des choses courantes dans les musées, mais chez nous peut-être un peu inattendues, quand par exemple vous faites chanter Dany dans le bassin parce qu'elle a été mannequin de la Redoute et qu'on a une exposition avec elle. Julien Clerc qui vient chanter pour l'anniversaire du Front Populaire et des congés payés parce que la piscine a été construite à la demande de Jean Lebas, le ministre du Travail du Front Populaire, l'inventeur des congés payés. Agnès Obel pour une saison danoise, mais aussi un travail avec des structures locales. Brahim Bouchalaghem, Caroline Carlson qui a été une habitante de la piscine pendant de nombreuses années, et puis des structures métropolitaines. On a par exemple beaucoup travaillé avec Jean-Claude Magloire et l'atelier lyrique de Tourcoing. On a fait des projets magnifiques ensemble. Donc cette idée du croisement des disciplines est vraiment fort. Et puis, je dirais aussi donner une impression d'hyperactivité. Alors généralement, ça se soigne, l'hyperactivité, mais chez nous, c'est une sorte de nécessité. Donc c'est vrai que le musée organise chaque année entre 10-12, ça a été jusqu'à 19 expositions temporaires. C'est-à-dire qu'à chaque saison, puisqu'on fonctionne en saison, vous avez une grosse exposition dans la salle de 600 mètres carrés, et puis une satellisation d'autres expositions qui créent la saison. Ce qui est le cas avec la saison britannique qu'on a en ce moment. Et évidemment, l'idée qui casse un peu l'image du musée, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à voir à la piscine, ça joue, et ça joue beaucoup chez les nouveaux publics. Voilà. Merci beaucoup. J'ai juste, pour finir, une petite question à chacun d'entre vous, mais pour clore la matinée et cette table ronde, puisque notre Christophe nous le souhaite. Et nous sommes... Dénonçons. Non, mais Sophie nous a mis en bouche également. Donc voilà, on va rendre à Sophie. En fait, on est tous dans cette injonction avec les moyens que l'on a aussi. Hein, en fait, c'est plutôt ça. C'est avec les moyens que l'on a, on doit travailler à l'insertion locale de nos établissements et au développement du rôle social de ceux-ci. Juste pour finir, chacun rapidement, successivement, est-ce qu'il n'y a pas des choses à trouver de l'ordre de l'innovation dans les pratiques, ou peut-être est-ce que c'est ça qui guide dans le choix des choses qui sont faites pour essayer de contraindre la suractivité ou l'hyperactivité vers des choses qui sont hyper efficaces, bien pour nos territoires. Voilà. Sophie. Moi, je suis la reine du synthétisme, comme j'ai Gauguin dans ma collection. Alors, plus qu'innovation, je parlerais presque de créativité. C'est vrai qu'il faut toujours être dans cette recherche, d'être toujours imaginatif. Et je voudrais m'arrêter sur 2 projets en 2 minutes, top chrono. Le premier, 1 minute, oh purée, 1 minute. Donc d'abord, un projet très social que l'on a fait avec un Fab Lab de notre territoire et la mission locale de réinsertion des jeunes qui étaient loin de l'emploi, qui sont venus en fait apprendre à faire du numérique en faisant une visite virtuelle, en réalisant la visite virtuelle du musée qui est désormais sur notre site internet. Et la réussite a été telle que le jeune homme que vous voyez avec un masque noir là près du photographe est devenu aujourd'hui agent d'accueil et de surveillance du musée. Donc voilà, je voulais m'arrêter sur cette belle histoire et terminer en écho avec ce que disait Bruno sur le croisement des disciplines. Nous, ce qui manquait au musée de la pêche à Concarneau, c'était les pêcheurs. C'est bien de faire un musée sur la pêche, mais il n'y avait pas un pêcheur à venir. On n'entendait pas les pêcheurs dans ce musée. Et donc, on a travaillé pour faire aussi, donner une image peut-être plus contemporaine de ce musée avec des artistes, notamment donc Aurélien Richard, qui est un pianiste chorégraphe, qui nous a créé un opéra documentaire. Alors, je vous invite vraiment à aller le voir sur notre chaîne YouTube, parce qu'on parlait d'ovni pour Bougon. Ça, pour moi, c'est un ovni artistique. C'est la mise en voix, en fait, des témoins de la pêche. Donc là, vous voyez l'ancien commandant de l'América,
qui a parlé, et des scolaires qui ont dansé aussi sur le thème de la mer, et bien des chanteurs d'opéra qui ont raconté finalement l'histoire de notre musée. Donc double pari réussi, insertion locale avec les pêcheurs, croisement des disciplines avec cet art contemporain via la danse et la musique. 1 minute 25. Voilà. Aurélie, je vais essayer de faire aussi bien. Donc, moi, l'innovation, alors est-ce que c'est tout à fait innovant? Je ne sais pas, mais en tout cas, le projet dont je voulais vous parler, à la croisée justement là aussi, de la science participative, de extraterritorialité, puisque en fait Bougon s'intègre dans un programme collectif de recherche sur le monumentalisme et territoire entre Loire et Charente, c'est son nom, qui a la spécificité d'avoir un volet qui est derrière moi, donc qui s'appelle, donc qui est créé par l'université, et qui repose sur, entre autres, nous, mais pas seulement, donc sur Néodyssée. Donc c'est une partie, un axe vraiment de valorisation, de restitution aux associations qui portent l'archéologie sur nos territoires, aux collectivités qui les portent, donc avec un enchevêtrement d'acteurs, donc à la fois de la société, mais aussi des collectivités qui se groupent entre elles sans lien. Enfin, il y a des communautés de communes, il y a donc un département qui sont dans des régions différentes et qui travaillent néanmoins ensemble, donc entre la Loire et la Charente, et avec cette volonté, en fait, au moment où l'archéologie se fait, où les recherches avancent, à chaque fois de restituer donc à ces différents cercles concentriques autour des projets, donc quand même et du coup de garantir aussi cette diffusion, cette restitution de l'archéologie, donc avec des grands moments, y compris des moments plus festifs. Néodyssée, c'est aussi une sorte de grand village où tout le monde vient faire justement des expérimentations et restituer au public, faire des visites, tournant en fait sur les différents territoires. Donc voilà, c'était juste cette petite expérimentation innovation pourquoi pas, dont je voulais vous parler. Oui, alors je pense que de toute façon, c'est une question qui est si présente chez nous tous aujourd'hui que voilà, je pense que ce qu'on fait nous à la piscine, notamment avec les outils, etc., auxquels d'ailleurs je ne comprends strictement rien parce que je suis resté à peu près à Néandertal sur ces questions-là. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est un chemin nécessaire et assez naturel. Moi, j'insiste beaucoup à la piscine, enfin, on insiste beaucoup sur la question du rapport humain, c'est-à-dire que quand précisément on développe les outils, c'est-à-dire qu'on supprime le rapport à l'autre, on est toujours très vigilant au recrutement des agents qui soient à l'image de la ville. C'est vraiment par exemple, des éléments que je crois fondamentaux pour nous. Et puis, on donne aussi des rendez-vous aux habitants. Par exemple, à chaque saison, il y a un week-end familial très, très riche d'animation, de spectacles, et aussi d'ouverture aux adultes qui accompagnent les enfants. Voilà, il y a des dispositifs comme cela, ou un dispositif qu'on avait créé en 2001 qui est les malageux, c'est-à-dire que les bancs dans les salles sont des coffres à jouets. Les jouets ont été créés par les animateurs à partir soit des œuvres ou des espaces dans lesquels ils sont situés, et c'est laissé en libre fonction pour un public familial pour créer un rythme de visite familiale. Il y a 35 ans, quand on a réfléchi à ça, on était plusieurs dans l'équipe à avoir des enfants très jeunes, et on savait qu'il y avait quelque chose, on va dire, de difficile, pour dire poliment, pour trouver un rythme. Et donc la solution à l'époque, c'était beaucoup une solution Ikea, c'est-à-dire un espace à l'entrée avec une gardienne assez maternante, quelques feutres, et on avait l'impression que finalement on avait réglé la question. Et en fait, en sortant, la famille n'avait pas vu la même chose, et ça nous paraissait difficile de construire un projet familial autour de la visite du musée, et donc, ce qui est important pour nous, de construire aussi le public de demain. Et donc, on a multiplié ces recherches et ces outils à l'intérieur. Et puis, enfin, bon, l'image
que j'avais choisie quand on a discuté avec Odile. C'est une image de l'inauguration en 2001, et ça reste aujourd'hui, pour moi, un des souvenirs les plus émouvants de ces 30 années. C'est le spectacle d'El-Kindi et des derviches tourneurs de la mosquée des Omeyyades de Damas, qui, pour l'équipe à l'époque, a été vraiment considéré comme un énorme cadeau. Et je sais que ça les a tous, autant que moi, beaucoup marqués. Voilà. Merci.